Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Vous pouvez partager ce podcast, le liker, mettre une note, une revue sur iTunes, afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee, et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire, c'est possible à partir d'€1 par mois, et je vous en remercie par avance. Le titre du livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « Procrastinate on Purpose », que j'ai traduit par « Procrastiner à dessein » avec un but, et c'est un titre qui doit vous interpeller, n'est-ce pas ? Lorsqu'on vient à parler de la gestion du temps, la procrastination, c'est un peu la bête noire, que l'on doit éviter à tout prix, et on doit développer tout un tas de stratégies pour ne pas nous laisser aller à repousser sans cesse les tâches et à nous mettre bêtement devant Netflix. C'est pourtant le titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui. L'auteur s'appelle Rory Vaden. C'est l'auteur de 2 livres à succès aux USA. Le premier s'appelle Take the Stairs, Prenez l'escalier, qui est centré sur l'autodiscipline, et le second donc Procrastinate on Purpose, son dernier livre qui date de 2015. Qui est l'auteur Rory Vaden ? C'est le cofondateur d'une société qui s'appelle Southwestern Consulting, une entreprise qui travaille essentiellement sur le coaching des managers et assez spécifiquement sur les managers et entrepreneurs qui veulent développer leur activité, notamment par les ventes. Il anime un podcast, The Action Catalyst Podcast, en anglais, que je recommande très chaudement si vous avez, vous aussi, la volonté de vous développer, de développer votre relation avec vos clients et d'apporter le petit plus qui fait la différence dans les relations commerciales. Je le suis maintenant depuis plus de 3 ans et franchement, c'est une mine d'informations, une mine de bonnes réflexions. Mais revenons au livre Procrastinate on Purpose. Dans ce livre, l'auteur fait part de son approche de la gestion du temps, approche qui est aussi utilisée dans le coaching de ses clients. La tagline de ce livre, c'est « 5 permissions pour multiplier votre temps ». Dans ce livre, on ne trouve pas de solution miracle pour mieux gérer son temps, rien que des principes pleins de bon sens et comme vous le verrez, il ne réinvente pas la roue. Il partage avec nous de nombreux témoignages de personnes qu'il a rencontrées ou qu'il a coachées. L'un d'eux dit, alors c'est une traduction maison puisque le livre n'existe pas en français, « Vous atteignez un point lorsque vous réalisez combien il est futile de dépenser votre énergie à partager ou même à penser à quel point vous êtes occupé. Quand vous êtes à ce stade, alors vous changez pour concentrer cette énergie efficacement pour faire les choses plutôt que de vous inquiéter du fait que vous devez les faire. » Rory Vaden introduit le concept des multiplicateurs. Alors c'est comme ça que je l'ai traduit, il appelle ça multipliers. Ce sont des personnes qui adoptent une stratégie de gestion de temps qui leur permet de multiplier le temps en quelque sorte. Voyons comment. Il s'appuie sur l'importance de la responsabilisation, sujet que j'adore, vous le savez. Il écrit « Vous n'êtes pas une victime, vous êtes à la manœuvre, vous êtes capable. Vous avez assez de pouvoir pour décider de ce que vous voulez ou ne voulez pas faire de votre temps. » Pour lui, le but des multiplicateurs, c'est de produire les résultats attendus. Rory Vaden revient sur un des mythes de la gestion du temps, mythe qui veut que tout doit être fait pour améliorer l'efficacité et la productivité. Mais nous le savons tous, et j'en parle régulièrement, quel que soit le niveau d'efficacité de nos techniques, il y en a toujours plus à faire et beaucoup plus que nous ne pouvons en faire. La stratégie, selon lui, la plus efficace, est de savoir s'auto-gérer plutôt que de vouloir gérer le temps. Pour cela, il propose 3 tactiques à appliquer à soi-même. Choisir aujourd'hui ce que nous voulons faire de notre temps, décider quelles tâches valent d'y investir notre temps et celles qui n'en valent pas la peine, choisir entre nous concentrer sur les choses qui comptent ou bien nous laisser happer par le monde de distractions qui nous entoure. Ensuite, il revient sur une matrice de gestion du temps bien connue, celle de Stephen Covey. C'est une matrice qui a 4 cases et pour lesquelles on peut classer 4 types de tâches
en 1 ce qui est important et urgent, en 2 ce qui est important et non urgent, en 3 ce qui est non important et urgent, et en 4 ce qui est non important, non urgent. Il préconise d'ajouter un 3e axe à cette matrice, l'axe de l'impact. Alors il appelle ça significance, qui, si on veut le traduire, veut aussi dire importance, mais plus dans le sens du poids, de la taille. C'est pour ça que je l'ai transcrit en impact. Et les questions à poser pour définir l'impact d'une tâche, au-delà de son importance sur le moment ou de son urgence, sont très ciblées. Alors il écrit « Si l'urgence répond à la question « Quand est-ce que cela compte ?», si l'importance répond à « Combien est-ce que cela compte ?», alors l'impact, ou significance, répond à « Combien de temps cela va compter ?» Et il introduit là son concept de base dans le livre « Vous multipliez votre temps en passant du temps aujourd'hui sur des tâches qui vous libéreront du temps demain. » Il s'agit alors de passer du temps sur des tâches qui feront gagner du temps demain. Ainsi, dans notre questionnement pour définir quelles tâches prioriser, nous devons prendre aussi en compte une notion de durée dans le temps, une vision plus long terme, et cette notion doit devenir un véritable critère de priorisation. Ensuite, il décrit ce qu'il appelle le focus funnel, qui est un ensemble d'étapes qui doivent nous permettre de définir ce sur quoi nous devons nous concentrer. Si vous êtes familier de la méthode GTD, ou bien si vous avez lu The One Thing, ou encore si vous avez lu The Essentialism, malheureusement, les 2 derniers sont uniquement en anglais pour le moment, vous allez retrouver des éléments communs. Alors il y a déjà 3 étapes de base: éliminer, automatiser, déléguer, et à l'issue de ces 3 filtres successifs, on va devoir soit se concentrer sur la réalisation de la tâche, soit la reporter, la fameuse procrastination à dessein. J'ai mis un petit schéma de ce focus funnel dans l'article pour ceux qui veulent voir un peu à quoi il ressemble. Il aborde les 5 permissions que nous pouvons nous donner. Il parle de permission car il considère que certaines personnes ne s'autorisent pas à suivre les étapes. Elles veulent tout faire et elles pensent qu'elles n'ont pas le choix que de tout faire. Il nous invite donc à nous autoriser, nous-mêmes, à appliquer des filtres à l'ensemble des tâches qui nous tombent dessus à longueur de journée. Et il est très possible qu'en écoutant les listes de tâches ou les listes de choses que l'on pourrait supprimer, par exemple, vous vous rendiez compte que vous ne vous autorisez pas à faire telle ou telle chose. Alors la première étape, c'est éliminer. C'est une étape de base à toute priorisation, éliminer tout ce qui n'a aucune importance par rapport à vos objectifs, vos propres priorités. Les tâches qu'il propose à l'élimination sont revenir sur des décisions. Alors on en a juste discuté dans l'épisode précédent. Une décision est prise, on va au bout, on met des actions avant de redécider, sinon c'est une perte de temps. Autre tâche qu'il propose d'éliminer, regarder la télé, la réunionnite, écrire des emails très longs, et je vous propose de réécouter mon podcast sur les emails, les changements non nécessaires, faire des batailles avec ses emails, faire le travail des autres, écouter ou raconter des ragots, partager sans cesse son opinion sur tout et n'importe quoi, passer son temps à penser à ce que vous ferez plus tard, passer son temps en explication plutôt que de montrer l'exemple, revérifier sans nécessité, l'ultra-personnalisation par rapport à la standardisation, être volontaire pour tout. Beaucoup de ces choses sont juste des pertes de temps et en les éliminant autant que possible de notre quotidien, nous allons créer du temps. Deuxième chose pour éliminer, c'est savoir dire non. J'y ai consacré plusieurs podcasts l'an dernier, c'est souvent un problème de dire non, de se donner la permission de dire non. Je vous invite donc à réécouter ces épisodes. Rory reprend une phrase que nous avons tous entendue 100 fois. Vous dites toujours non à quelque chose. À chaque fois que vous dites oui à une chose, vous dites non simultanément à quelque chose d'autre. À nous donc de nous assurer que lorsque nous disons oui à quelque chose, nous ne disons pas non à quelque chose qui est important pour nous. Mettons-nous au second plan de façon répétée, le temps pour nos enfants ou notre conjoint, le temps pour nous occuper de nous-mêmes, pour faire du sport, pour faire avancer nos propres objectifs par exemple. Il s'agit d'apprendre à dire non aux choses qui ne comptent pas pour nous, pour être en mesure de dire oui aux choses qui comptent. Deuxième étape, automatiser. Dans cette étape, il y a la permission d'investir. Rory Vaden passe beaucoup de temps à nous expliquer comment il faut calculer le temps à investir et surtout les résultats.
Trop souvent, nous nous disons que cela ne vaut pas le coup de dépenser X euros pour automatiser une tâche, mais en sommes-nous bien certains? Faisons-nous le bon calcul? En faisant des recherches pour illustrer les propos de Rory Vaden, je suis tombée sur un croquis qui définit, en fonction de la récurrence d'une tâche et de sa durée, et sur une période de 5 ans, combien de temps on peut se permettre de passer sur son automatisation pour que cela soit rentable. Ce petit schéma est en anglais, mais vous devriez comprendre assez facilement puisqu'il y a essentiellement des chiffres dedans. Un petit exemple, pour une tâche d'1 seconde que vous accomplissez 50 fois par jour, vous pouvez vous permettre d'investir une journée de votre temps pour l'automatiser. A contrario, pour une tâche de 1 seconde que vous ne faites qu'une fois par an, alors vous ne devez pas y investir plus de 5 secondes. Et ça va comme ça jusqu'à des tâches qui durent plusieurs heures. J'ai trouvé ce graphique très bien fait et je pense même en faire un personnalisé pour mon travail. Et j'ai constamment des demandes d'automatisation de tâches. Et cela me permettra d'évaluer assez rapidement ce qui vaut le coup ou pas. Avec une petite personnalisation prenant en compte qui réalise la tâche en question et le coût de l'automatisation, je pense que cela devrait pouvoir me donner quelque chose d'assez simple à utiliser et surtout de très rapide. L'idée ici est que d'investir maintenant pour automatiser des tâches qui peuvent l'être va permettre de libérer du temps pour plus tard. À l'opposé, passer du temps à faire et refaire quelque chose qui pourrait être automatisé, c'est dépenser du temps encore et encore. Voici quelques exemples proposés par l'auteur de tâches qui peuvent être automatisées. Créer des FAQ qui couvrent toutes les questions récurrentes dans une organisation ou bien pour des clients. Éviter de recréer ce qui existe déjà au travers d'une organisation et comme mettre en place un système de best practice qui, une fois qu'elles ont été développées, peuvent être transposées ailleurs. Mettre en place des systèmes de paiement automatisés pour les factures récurrentes plutôt que de passer du temps tous les mois à payer ces factures. Mettre en place des routines de backup. On se dit souvent que c'est long et qu'on n'a pas le temps de mettre en place des sauvegardes jusqu'au jour où on perd tout. Utilisez autant que possible des outils d'automatisation pour assurer votre présence en ligne, comme Buffer, Hootsuite et autres. Utilisez l'expérience des clients existants ou passés pour améliorer l'expérience des futurs clients. Créez des formations en ligne pour le nouveau personnel afin d'éviter de faire et refaire des formations à chaque nouvel arrivant, etc., etc. Je suis certaine qu'en prenant un peu de recul sur votre activité, vous pouvez vous aussi trouver des idées d'automatisation. Cela ne doit pas être des usines à gaz, mais nous avons tous des tas d'outils pour éviter de faire et refaire. Dans mon service, j'ai mis quelques outils très basiques, mais qui font gagner du temps et assurent aussi d'avoir des informations à jour, comme l'utilisation de fichiers partagés pour le calendrier des congés dans un département, des fichiers de suivi de projet que chaque acteur peut mettre à jour sans avoir des tas de versions locales à gérer, des listes de contacts, des master data, etc. Troisième étape, déléguer. Il s'agit là de se donner la permission de l'imperfection. Si vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir faire une tâche dans votre organisation, alors il faut chercher qui peut le faire à votre place. Cela permet ainsi de libérer du temps pour faire des choses que personne d'autre que vous ne peut faire. Nous pensons souvent à tort que c'est plus rapide de faire soi-même quelque chose que d'expliquer à quelqu'un d'autre comment le faire. Pour une tâche qui n'a aucune récurrence, c'est certainement vrai, mais pour une tâche répétitive, c'est une belle erreur. Il donne l'exemple d'un de ses clients qui considère que pour bien former une personne à faire une tâche, il faut y consacrer 30 fois le temps d'exécution de la tâche. Faisons un petit calcul. Vous faites tous les jours une tâche qui vous prend 5 minutes, soit sur une année de 230 jours de travail, 1150 minutes. Vous formez quelqu'un en appliquant cette idée de 30 fois le temps, cela vous donne 150 minutes de formation, soit 2h30. Au bout d'un an, vous avez économisé 1000 minutes et en année 2, vous avez économisé 1150 minutes, soit un peu plus de 19 heures. C'est quand même pas mal. Et seulement pour une tâche de 5 minutes quotidienne. Mais cela nous conduit à nous donner l'autorisation d'accepter l'imperfection, d'accepter que la personne qui le fera, au début, ne le fera peut-être pas aussi bien que nous-mêmes. Il faut lâcher prise avec le perfectionnisme et accepter que les choses soient faites correctement avant d'être faites parfaitement. Dans cette idée de délégation, il y a plusieurs tâches ou fonctions qui peuvent être déléguées dans la vie quotidienne, professionnelle et personnelle. L'idée est de pouvoir dégager du temps pour faire ce que nous sommes le ou la seule à savoir faire, pour exercer notre talent unique, ce qui fait la différence dans la fonction que l'on occupe. Quelques idées données par l'auteur, comme engager une assistante, un coach, un comptable, un juriste, un agent immobilier, une femme de ménage, une nounou, un jardinier, un designer, etc.
Avec l'émergence de toutes les personnes qui se mettent à leur compte, il est beaucoup plus simple, même pour une toute petite entreprise, d'engager quelqu'un pour quelques heures de travail par semaine et ainsi permettre au créateur de l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier, sur ce pourquoi il est vraiment bon, et pour réellement développer son business plutôt que de passer de longues heures sur la compta ou des aspects légaux au détriment de la création ou du démarchage client. Rory Vaden écrit que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, la taille de votre succès est généralement déterminée par la force de votre équipe. Donc remplissez les trous et complétez vos faiblesses en ajoutant d'autres personnes. Investissez du temps et de l'argent pour les former correctement. Donnez-vous à vous et à votre équipe la permission de l'imperfection et commencez à progresser en faisant plus ensemble comme une équipe. 4e étape, procrastiner à dessein. Comme je le disais en introduction, Rory Vaden ne nous encourage pas à la procrastination de base. Non, il nous encourage à faire des choses qui doivent être faites au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Il s'agit de repousser le passage à l'action sur certaines tâches qui pourraient rencontrer des modifications, comme préparer un deck pour une réunion par exemple, alors que l'agenda n'en est pas encore totalement fixé. C'est s'exposer à préparer des choses qui ne serviront pas. Réserver trop tôt une chambre ou un transport pour obtenir un meilleur tarif, mais peut-être une annulation sans frais impossible, pour un déplacement qui finalement doit être décalé ou annulé. Nous allons tenter de repousser, à condition que cela n'impacte pas négativement le résultat escompté. Mais il y a plein d'autres petites tâches qui peuvent être repoussées, parfois juste de quelques heures, afin d'en faire des batchs. Et je vous invite à réécouter ou à relire l'épisode sur le travail par batch. Quelques exemples, traiter les emails, tout ce qui touche à l'administratif. Nous n'avons peut-être pas besoin d'enregistrer nos dépenses tous les jours, une fois par semaine ça peut suffire, et surtout ne pas le faire pendant les heures où nous sommes dans notre pic de performance. Faire une liste de courses de ce que nous devons prendre au centre commercial et n'y aller que lorsque la liste est remplie au lieu d'y aller tous les jours, grouper les appels téléphoniques pour les passer pendant les heures à bas régime comme en début d'après-midi, et ce ne sont que quelques exemples, il y en a plein d'autres. 5e étape, concentrer. Et là, c'est se concentrer. Là, nous passons à l'action sur notre liste de tâches. Une fois qu'une tâche a répondu à non aux questions « est-ce que je peux m'en passer ? Est-ce que je peux l'automatiser ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à ma place ? Non. Est-ce que je peux le faire plus tard ? Non. » Et bien là, il faut s'y mettre sans attendre. Cela devient une priorité, ce doit être une tâche qui nous permet d'atteindre nos objectifs qui s'inscrit dans notre essentiel. Pour Rory Vaden, les multiplicateurs doivent enseigner tous ces principes à leur entourage afin que chacun puisse atteindre le meilleur. Et n'oublions pas que le meilleur enseignement est de montrer l'exemple. J'espère que ce court résumé du livre de Rory Vaden, Procrastinate on Purpose, vous aura donné envie de le lire. Alors encore une fois, il n'existe malheureusement qu'en anglais à ce jour. Vous pourrez le trouver sur toutes les librairies en ligne. Moi, je l'ai acheté en format Kindle sur Amazon il y a quelques années. Vous pouvez le prendre en papier aussi. Vraiment, des bons principes. Là encore, on réinvente pas la roue, comme je l'ai dit au début. Mais on remet un peu, je dirais, les choses dans l'ordre. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin sur certaines des techniques, je vous invite à reprendre et à aller plus en détail dans certaines techniques, comme la méthode GTD dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, à lire le livre The One Thing, qui va vous aider vraiment à vous concentrer à faire la tâche hyper importante, ou encore l'essentialisme aussi, dont j'ai déjà parlé dans un podcast il y a 2 ans, qui lui va vous aider plutôt à trouver votre essentiel. Et puis, réécouter un certain nombre de podcasts que j'ai cités, celui sur dire non par exemple, sur le travail par batch. Voilà, ça permet un peu ce livre, je dirais, de remettre un certain nombre d'outils dans un ordre cohérent et qui vous permettra ainsi d'être beaucoup plus efficace. Là encore, pas pour faire tout et n'importe quoi, mais surtout pour faire ce qui compte réellement pour vous et mener ainsi votre vie avec intention. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous retrouve début juillet et en attendant, passez une bonne semaine. Bye bye!